Depuis 18h, édition spéciale consacrée à la tempête Xynthia sur TV Vendée qui bouleverse à cette occasion ses programmes avec des invités en plateau. Le commandant Bouvet qui a supervisé les opérations de secours ces dernières heures, Jean-Marie Pogul, président du Secours catholique. Et puis vient de nous rejoindre en plateau François Peignot. Bonjour, vous êtes en charge de Météo France dans le département de la Vendée. On va revenir sur ce phénomène météo pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Aïda, on va revenir avec vous sur un nouveau témoignage. Sur un nouveau témoignage, nous parlions à l'instant de solidarité. J'ai rencontré beaucoup de familles qui allaient spontanément à mairie à Légumes pour proposer d'héberger des gens chez eux parce que l'hébergement va se faire sur plusieurs semaines sans doute. Et en discutant avec des familles, j'ai entendu un jeune homme qui était venu proposer ses services spontanément. Il est soudeur, il avait pris sa journée de travail, il avait déjà donné un coup de main hier et il m'a dit j'avais pas le cœur de rester au travail, je vous propose de l'écouter. Il a 36 ans, il s'appelle David Chéniaud. J'ai passé hier pour proposer mes services. Donc hier, il a fallu déjà attendre à peu près une demi-heure avant qu'on nous dise quoi faire. Et par la suite, on nous a dit enfin, faut aller à la salle omnisport donner un petit coup de main pour installer toutes les personnes qui ne pourront pas être logées chez elles ce soir. Donc avec un copain, Nicolas Pouzet, on a été vider la salle des fêtes, les tables, les chaises, pour tout équiper. On a monté des tentes, des lits picots pour tous les sinistrés d'hier soir. Et puis je suis revenu, alors j'ai quitté mon travail exprès ce matin parce que j'avais pas le cœur au travail. À Saint-Florent-des-Bois, on a été sinistrés aussi, il n'y avait plus du tout de courant. Donc moi avec mes enfants, on s'est retrouvés dans le noir toute la nuit. Je les occupais, on a joué à la DS, on s'est occupé un maximum pour pas qu'ils aient peur, parce qu'ils étaient effrayés. Et j'ai pas pu joindre mes parents, j'avais aucune nouvelle d'eux, donc que faire? Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est de monter et puis de voir ce qui se passe, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. On m'a un petit peu refusé l'accès au départ, mais je pense qu'ils me connaissaient pas, mais j'ai accédé quand même je suis venu quand même sur l'aiguillon. Mes parents n'ont rien, donc à partir de là, on se pose pas trop la question, quoi. Hier soir, vous avez installé un petit peu le centre d'accueil d'urgence. Vous avez vu arriver les premières personnes. Ils étaient comment? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Alors les premières personnes, on est à chair de poule. Ils sont arrivés en robe de chambre, ils sont arrivés en nuisette, je veux dire, mais on sentait qu'ils avaient été dérangés pendant leur sommeil, quoi. Donc, puis des témoignages d'amis de mes parents m'ont fait dire que ils ont été surpris dans leur sommeil. Et les gens ont commencé à arriver vers quelle heure? On a commencé à 15h, à 18h, vers 18h, quoi. À peu près vers 18h. Et ma mère, elle est en cuisine pour préparer les repas. Donc c'est vrai que la famille s'est beaucoup investie du fait qu'on ne soit pas touché. Je pense qu'il faut s'investir, qu'on n'a pas le choix, quoi. Il faut le faire. Quand on voit ce qui se passe, on ne peut pas rester insensible, quoi. Voilà, c'est le cas de nombreux Vendéens, nous le disions. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage d'une directrice d'une grande surface à l'Aiguillon-sur-Mer, directrice de l'Hyper-U, qui propose spontanément des repas aux personnes sinistrées. Écoutez. Écoutez, il y a une très bonne solidarité parce qu'on a eu tous les salariés du magasin qui se sont proposés pour venir aider. Donc depuis hier, depuis la nuit d'hier, on a été contactés par les pompiers pour les ravitailler, puis ravitailler tous les sinistrés qu'ils avaient ramenés de la faute. Donc depuis hier, en fait, on fait la navette. Là, on vient de préparer 800 repas pour toute l'aide logistique. Il y a plusieurs PC de pompiers à différents endroits, les plongeurs, toutes les équipes de secours qui sont là. Donc on a, nous, utilisé toutes nos forces pour donner un coup de main. C'est quoi les produits qui ont été les plus demandés? Beaucoup de sandwichs, parce qu'en fait, l'urgence, c'est de les nourrir là, maintenant, tout de suite. Et donc pour les forces en tout cas qui sont venues aider, c'était plutôt de l'alimentaire rapide. Par contre pour tous les clients, vous voyez, on reste ouvert, normalement on est fermé ce midi, mais c'est tout ce qui est de nettoyage. Ils viennent les vêtements. L'urgence pour eux, c'est les vêtements parce que la plupart ont tout perdu, il n'y a plus rien, ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus de les aider aussi financièrement parce que la plupart n'ont plus de carte bleue. Tout est resté dans les maisons, il n'y a plus moyen de paiement, ils n'ont plus rien du tout. Donc il y a des gens qui sont venus avec des pyjamas ou un jogging qu'un voisin leur a prêté. Donc ils viennent acheter de la nourriture, plus de frigo, plus de congélateur, plus rien. Donc vous arrivez, vous n'avez plus rien à vous mettre, mais vous n'avez plus rien à manger non plus. Donc tout devient première nécessité. Et puis ensuite, il y a tout le nettoyage. Tous ceux qui ont réussi à évacuer l'eau des maisons ont besoin de raclettes, de seaux, de serpillères. Et ce qui est le début. Après, il va falloir les aider sur tout ce qui va être se rééquiper. Enfin, ils vont avoir besoin de reconstruire une vie ordinaire avec une cafetière, un grille-pain, redémarrer.
Je voudrais qu'on écoute maintenant avec vous, qu'on voit quelques images avec vous maintenant, J'ai Aïda, des rencontré agriculteurs qui sont sur très touchés aussi. Beaucoup, voilà, nous voyons quelques images parce que les communes de Légumes, Saint-Michel-Arlem, Trézé, Champagne et les Marais sont les exploitations, que ce soit des céréaliers, mais aussi des éleveurs, sont très touchés. Là, vous voyez des images d'une ferme de chèvres qui est entourée d'eau de partout. C'est à Légumes. L'agriculteur est en train d'essayer de faire des mini-digues que vous voyez sur les images pour empêcher l'eau d'arriver noyer une centaine, un peu plus de chèvres qui se trouvent là. On les voit à l'intérieur, dans un hangar. L'eau, moi, quand je suis passée cet après-midi, était à 1 mètre à peine, arrivée à 1 mètre, et l'eau continue à monter parce que les digues sont cédées, vous le savez. Et avec la marée, l'eau continue à monter. Et donc, ces chèvres-là, c'est un peu bête, ce sont que des animaux, mais elles sont au milieu des eaux, et peut-être demain, elles seront plus là. Mais bon, les agriculteurs sont beaucoup mobilisés. Je ne sais pas si leurs petites digues de rien du tout vont servir à quelque chose. On verra cela demain. Edwige, une question, vous aviez ? Oui, je voulais revenir sur les bénévoles. J'avais envie qu'on les rassure parce que moi, cet après-midi, j'étais donc au centre d'accueil et finalement, il y avait tellement de bénévoles qui voulaient venir aider que finalement, personne ne savait bien les orienter. Et puis certains ont dit, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. Je voudrais savoir si on peut les rassurer. Vous le disiez tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on le répète. Vous disiez, on va en avoir besoin toute la semaine, voire peut-être plus. Est-ce que vous Quel pouvez... conseil on peut leur donner, voilà, aux parce gens que qui veulent donner de vous leur temps. organisez, mais je trouve ça tellement triste que des bénévoles du coup partent. C'est toujours désagréable de dire à un bénévole qu'on n'a pas besoin de lui. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'eux, mais on n'a pas forcément besoin d'eux maintenant. Voilà. Et l'aide dans ces circonstances-là, il faut que ce soit un petit peu organisé, même beaucoup organisé. Faute de quoi, c'est totalement inefficace. Et donc le conseil qu'on peut leur donner, s'ils font partie d'une association comme la nôtre ou comme d'autres, qui se mettent en lien avec leur association, qui va leur dire ce qu'ils doivent faire, ou s'ils ne font pas partie d'aucune organisation, d'aucune association, qui prennent contact avec la mairie de la Faute ou la mairie de l'Aiguillon. Et là, je suis tranquille, on va probablement leur trouver des occupations, parce que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, c'était essentiellement du secours aux personnes dont il était question. À partir de maintenant, il faut déblayer les maisons, il faut les nettoyer, et ça, c'est un travail harassant. Et là, il y aura besoin de monde. Bon, mais il faut que ce soit organisé. Il ne faut surtout pas qu'il y aille la fleur au fusil et sans s'être informé qu'il passe. Il faut une organisation. Donc, le message est passé. On a besoin de bénévoles. Est-ce que vous demandez également aux gens d'apporter à nouveau des vêtements, de la nourriture ? Est-ce qu'il y a des besoins très précis ? Alors moi, j'ai pas d'informations extrêmement précises sur le sujet, mais ce qui m'a semblé cet après-midi, c'est que les vêtements, aujourd'hui, il y en a assez. Ce qu'on sait, nous, c'est que dans quelques semaines, je dis bien quelques semaines, on va devoir travailler à la réinstallation des personnes qui ont été sinistrées, qui ne sont plus dans leur maison, qui sont dans des locaux provisoires. Ils sont au sec et au chaud. Il faudra venir les aider à nettoyer. Il faudra les aider à se réinstaller. Et là, on aura besoin de mobilier, on aura besoin de matériel électroménager, on aura besoin de tout un tas de choses. Mais personnellement, moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je demanderais apportez-moi des lits, apportez-moi des tables, des chaises, des réfrigérateurs ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas combien il en faut. En revanche, le Secours catholique a donc lancé un appel aux dons au niveau national. Alors on a lancé un appel aux dons financiers au niveau national et ça peut se concrétiser d'une façon extrêmement simple. Sur le site internet ? Alors d'abord, il y a le site internet du Secours catholique, donc secours catholique, etc. .org. Sur internet, ça fonctionne très bien, avec la mention inondation Xintia, c'est un nom imprononçable, tant pis. Et autrement, on peut toujours envoyer des chèques à la délégation de la Vendée du Secours catholique, 22 rue Henri-Rocher à La Roche. Quelques mots pour vous dire qu'évidemment, l'ensemble des institutions régionales, départementales sont mobilisées. Le Conseil régional a tenu une session exceptionnelle cet après-midi à 15h à La Roche-sur-Yon. Actuellement, c'est le Conseil général de la Vendée qui tient depuis 18h également une session extraordinaire pour voter un certain nombre de crédits et débloquer des fonds d'urgence. Et puis j'ajoute également que Monseigneur Castet, le préfet de Vendée, s'est rendu sur place cet après-midi. Il a bien sûr rencontré un certain nombre de victimes. L'évêque, Monseigneur Castet, pardon. Je mélange avec tous ces noms. Et qui également s'est rendu au funérarium, cela va de soi. Je propose d'écouter le témoignage de Monseigneur Castet recueilli cet après-midi par nos équipes. C'est d'apporter du réconfort, parler également aux gens, mieux comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il est important que les gens se sentent compris aussi. Se sentent compris, écoutés, qu'ils puissent parler, mais avec une certaine délicatesse, parce qu'il ne faut pas être importun non plus. Parce qu'évidemment, le risque est de trop solliciter des personnes qui ont déjà été éprouvées. Nous sommes au 2e jour, donc souvent au plus difficile.
puisque le premier est celui de la résistance et de la guerre, si j'ose dire, tandis que le deuxième est celui où tout se relâche devant le réel, et donc qui est souvent le plus dur, mais je sais que nombre de Vendéens ont été profondément solidaires, ainsi que les familles. Et il arrive parfois même que les mots soient fragiles, et donc c'est dans cette fragilité que j'ai voulu prier au milieu des gens, en espérant. Et j'ajoute que Monseigneur Castet dira une messe jeudi à 15h en la cathédrale de Luçon, et ce pour le repos de toutes les victimes de la catastrophe. On va parler maintenant de météo, évidemment, c'est indispensable parce que c'est d'abord un phénomène météorologique qui a causé tous ces dégâts et surtout ces victimes. François Peignot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes en charge de Météo France dans le département. Comment peut-on expliquer le plus simplement possible ce qui s'est passé samedi ? Alors samedi, il s'est passé la conjonction de plusieurs phénomènes. Un premier phénomène d'envergure très importante, c'est une dépression qui est arrivée depuis les côtes au large du Gibraltar, qui a fait quelques dégâts en passant sur l'Espagne, sur le Portugal, qui a traversé le golfe de Gascogne et qui s'est évacuée donc le dimanche soir. Elle s'est évacuée sur le nord de l'Europe vers la Belgique. Cette dépression était très importante, à la fois en surface, elle était vraiment immense, et surtout en profondeur. On mesure les pressions dans le cœur de la dépression. On allait jusqu'à des pressions qui étaient de l'ordre de 967-968 hectopascales. C'est très très faible. La tempête qui était passée 2 jours avant, on avait au centre des pressions qui étaient de l'ordre de 980. Donc on était nettement en dessous. C'était un phénomène très marqué. Donc ça, c'est le premier phénomène, avec des vents violents qui tournent autour du cœur de la dépression. Deuxième phénomène, un phénomène très important dans le cas qu'on dit, c'est surtout la surcote en fait. La surcote, ça s'explique assez simplement, j'espère. C'est-à-dire, il faut imaginer que l'air appuie sur l'eau. Quand vous avez un anticyclone, c'est lourd, ça appuie fort, et le niveau théorique de la mer est un peu plus bas que le niveau, le niveau réel est un peu plus bas que le niveau théorique, parce que ça appuie dessus. Quand vous êtes dans une dépression, c'est le contraire. Vous avez de l'air qui est moins lourd, donc le niveau réel de la mer est plus haut que le niveau théorique. Donc quand vous avez une grosse dépression comme ça, vous avez une grosse surcote. La surcote prévue dans le passage de cette dépression était de l'ordre de 1 mètre. 1 mètre, c'est déjà extrêmement important. Ouais. Et alors, troisième phénomène qui a évidemment tout aggravé, c'est que la marée haute, qui était sur un gros coefficient, est arrivée au même moment où la dépression est passée. Donc vous avez eu la marée haute, la surcote, et le vent fort. Donc les trois. Et on est encore là dans des coefficients de marée très importants. Là, et on est encore dans des coefficients de marée très importants. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce que le fait qu'il y ait moins de vent justement Alors, on n'est plus en système dépressionnaire, donc déjà la surcote n'existe plus. Donc la surcote de 1 mètre qu'on avait, elle a disparu. Par contre, le niveau théorique, il est un petit peu plus haut que ce que c'était l'autre jour. On a une trentaine de centimètres de plus. Donc le risque est beaucoup moins fort, on se trouve globalement plus bas que ce qu'on a eu l'autre jour. Maintenant, le problème peut venir de l'état des digues. Je ne sais pas dans quel état les réparations ont pu se faire dans l'urgence. C'est sûr que les digues, elles sont là pour essayer de protéger. Si elles ont disparu, surcote ou pas surcote, on risque quand même d'avoir des petits problèmes à certains endroits. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens justement très inquiets par cette question de marée qui va venir dans cette nuit, si on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter ou... Au moins, on en a parlé beaucoup cet après-midi. Aux endroits où la digue a disparu, c'est clair qu'il va y avoir des problèmes supplémentaires. Mais la digue n'a pas disparu partout. Donc, voilà. Commandant, est-ce que vous êtes mobilisé de manière particulière pour la nuit prochaine ? Il y aura effectivement un dispositif terrestre et nautique qui va tourner pour s'assurer de la réactivité en cas de besoin. Concernant les digues et des brèches qui ont été faites, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que ça ne correspond pas là où on est en zone urbaine, précisément, et où on a concentré le plus de moyens et où, là encore, on a des levées de doute à effectuer. Donc c'est le point rassurant par rapport à cet aspect-là des choses. Une information que l'on vient de me donner, je vous disais tout à l'heure que le Conseil général de la Vendée était réuni en session extraordinaire et il vient d'annoncer le déblocage d'une somme de 13 millions d'euros en faveur des sinistrés, qui s'ajoute évidemment aux 3 millions d'euros annoncés ce matin par Nicolas Sarkozy. J'ajoute également que le préfet de la Vendée a annoncé que la pêche était interdite, la pêche au coquillage est évidemment interdite sur l'ensemble du littoral vendéen. Vous donnez également maintenant des informations, alors évidemment le temps de la reconstruction va venir très très rapidement.
également. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un technicien d'EDF, puisqu'évidemment EDF est en train de réalimenter un certain nombre de foyers. Pour vous donner quelques chiffres, électricité, réseau distribution France, donc ERDF s'est très rapidement évidemment mobilisé. 120 000 clients avaient été coupés au plus fort de la tempête, 350 techniciens mobilisés. Et d'après les dernières informations que nous a fourni ERDF, il resterait encore un peu plus de 10 000 foyers privés de courant, principalement dans les zones les plus sinistrées. Vous avez des chiffres peut-être plus récents? Pas de chiffres particuliers. Je vous propose d'écouter donc le témoignage de ce technicien d'EDF rencontré cet après-midi par nos équipes du côté de Saint-Germain de Princé. C'est effectivement loin des lieux de l'accident, mais la tempête a aussi renversé un certain nombre d'arbres qui sont tombés sur les lignes électriques. Écoutez-le. La difficulté, c'est d'une part l'accessibilité avec les zones inondées, comme vous l'avez vu, où on ne peut pas rétablir l'électricité lorsqu'il y a encore 1 mètre ou 2 mètres d'eau sur le réseau. Donc c'est la première difficulté. Et l'autre point lié à l'accessibilité, c'est les zones qui sont très mouillées, très inondées, sur les zones rurales, comme on vient de le voir là, avec des terrains qui sont engorgés d'eau, donc il est un petit peu difficile d'accéder. L'enjeu, c'est très simple, c'est de bien prioriser pour alimenter en particulier les clients prioritaires avec l'aide de la cellule de crise de la préfecture, les maisons de retraite médicalisées, etc., pour permettre aux services essentiels de la Vendée de fonctionner au plus vite et efficacement. Voilà, je vous donne encore d'autres informations qui me parviennent au fur et à mesure. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a confirmé aujourd'hui que les agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, frappés après le passage de la tempête Xynthia, seront indemnisés via le Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Hervé Novelli, a lui annoncé une aide de 10 000 € pour chacune des petites et moyennes entreprises des zones sinistrées par le passage de la tempête. Et puis, il y a également un soutien aux artisans sinistrés dans le département. La Chambre de métiers de l'artisanat de la Vendée met en place un dispositif de soutien au profit des entreprises artisanales sinistrées. Un numéro de téléphone est à disposition si vous êtes dans ce cas. C'est le 02 51 44 35 00. D'autres informations pour vous dire que la commune de la Tranche-sur-Mer a décidé par sécurité, on le comprend, la fermeture des 56 accès à ses plages. Selon certains endroits, la dune aurait reculé de 3 à 7 mètres. Dégâts énormes évidemment aussi dans cette commune où le centre nautique était submergé, le parking plaisancier totalement hors d'usage. Un certain nombre de routes sont évidemment coupées dans le département. Très rapidement, la RD 32A, c'est l'anse de la Parée, la route côtière. La RD également 129, l'anse de Cayola, près des Sables-d'Olonne, la route côtière. La RD 2046 entre la Tranche et l'Aiguillon-sur-Mer. Et puis le Gois a été fermé pour l'entretien des digues. Juste une question, pardonnez-moi cette question anecdotique, François Peignon, on profite de votre présence. Pourquoi ce nom de Xynthia, cette tempête? Ce sont les Allemands, les météorologistes allemands qui avaient c'était leur tour de donner le nom. Donc il faudrait demander aux Allemands pourquoi ils ont donné ce nom-là. Très bien. Je ne peux pas vous répondre. On leur demandera, mais ce n'est pas forcément le plus urgent. Commandant Bouvet, qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Inscrire l'action dans la durée, ça a été dit, il faut que la solidarité de nos concitoyens, des associations, des dispositifs et de l'État, du département, du SDIS continue, perdure. Mais là encore, il y a des priorités dans les priorités. À chaque jour, un nouvel objectif précis. Mais c'est clair que le SDIS, pour les moyens sapeurs-pompiers plus spécifiquement, à la fois de Vendée et d'ailleurs, vont être là jusqu'à la fin de la semaine. Mais après, pour toute la partie retour à la vie normale, on s'inscrit sur plusieurs semaines, bien évidemment, pour arriver à revenir à la situation d'antan, d'il y a 48 heures, puisque c'était avant-hier. François Peignon, est-ce qu'il y a des forts coups de vent annoncés dans les prochains jours où la météo est un peu... Là, enfin, c'est de la météo calme. Ouais. Donc, on va vers du temps un peu plus froid, c'est vrai, mais avec du vent qui va être plutôt orienté à l'est. Donc, la mer sera aussi plus calme. Donc, ce sont plutôt des nouvelles moins mauvaises que le week-end dernier. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour témoigner. Merci Elie Richard et Léa Valcéanou. Je remercie également toutes les équipes de TV Vendée, qu'elles soient techniques ou rédactionnelles, qui se sont mobilisées durant toute cette journée pour proposer cette édition spéciale depuis 18h. TV Vendée a bouleversé ses programmes. Ce sera d'ailleurs le cas toute la semaine, je vous l'annonce. Il n'y aura pas de grande émission toute la semaine. Nous proposerons tous les soirs une édition spéciale pour revenir sur évidemment désormais les conséquences de cette tempête. On va commencer à parler de la reconstruction, bien sûr. Vous entendrez bien sûr encore des témoignages dans les jours qui viennent. Rendez-vous donc demain à 18h sur l'antenne de TV Vendée. Je vous rappelle le dernier bilan donc de cette tempête Xynthia dans le département de la Vendée. Un bilan officialisé par le préfet de la Vendée tout à l'heure. Il est de 27 morts. Merci à vous de votre attention. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.